Bien, merci. Bonjour à tous. Je tiens d'abord à remercier l'équipe organisatrice de l'IFCE et en particulier Alice Lachaudru que nous avons eue au niveau du comité de sélection et toute la suite, beaucoup avec les mails, avec les téléphones, qui a bien assuré. Et mes collègues aussi du comité de sélection qui ont permis en fait que je sois là devant vous pour mon intervention. Et j'ai ainsi l'honneur et la responsabilité d'introduire ces assises. À la retraite maintenant depuis 5 ans, j'ai été donc psychomotricienne et j'ai travaillé avec les chevaux dès 1976, date de mon diplôme. Je suis toujours coprésidente et directrice de la formation de la FENTAC, la Fédération nationale de thérapie avec le cheval, et ce depuis l'an 2000. Je continue aussi à transmettre mes connaissances avec un infini plaisir dans différents organismes de formation, des écoles ou des universités. Si je suis devenue cavalière, psychomotricienne, thérapeute avec le cheval et directrice de la formation de la FENTAC, je le dois en fait à René de Lubersac, qui était un membre très proche de ma famille. C'est elle qui m'a mise à cheval à 6 ans et j'ai emboîté mes pas dans les siens. D'où ce témoignage d'une place très privilégiée. Si, au début de ma carrière, je travaille conjointement dans un CMPP enfant, un IME et un centre psychothérapique expérimental. J'exerce dans les 2 derniers avec l'aide des chevaux dans des centres équestres. Dans l'IME, je partage mon temps entre les actes de psychomotricité et une activité avec le cheval auprès de jeunes déficientes mentales. Je travaille en autonomie dans le centre psychothérapique pour enfants et adolescents psychotiques. Je reprends un poste et suis donc référente des activités autour des chevaux déjà mises en place. Le matin, je travaille en autonomie dans un petit centre équestre avec les adolescents et l'après-midi dans un autre club. Pour les plus petits, je collabore avec des jeunes moniteurs encore en formation. Pas facile pour eux, d'autant que cela leur est imposé. Pas facile pour moi, car ce moment s'apparente à des cours d'équitation pas forcément bien adaptés. Je m'explique, ces apprentis sont très jeunes, ni informés, ni formés au handicap et à la maladie mentale, donc je ne leur jette pas la pierre. Nous nommons alors nos actions « rééducation par l'équitation », avec les exercices de repérage dans l'espace ou d'accords rythmiques. Pardon, j'ai oublié de passer la photo. Des exercices de rééducation, de la rééducation psychomotrice. Ce qui est différent, c'est qu'il y a un cheval sur lequel les enfants, les adolescents ou adolescentes ont à monter. Le travail à pied qui sera développé plus tard n'est pas encore arrivé à notre esprit imprégné par la pratique de l'équitation de l'époque, c'est-à-dire le tout à cheval. Tous montent donc sur un cheval sellé, bridé, avec des étriers, comme en équitation. En 1976, l'enseignement de la psychomotricité ne fait pas encore référence aux notions qui, pour nous les soignants, sont habituelles maintenant. Je veux parler du cadre thérapeutique, du projet thérapeutique et du projet individualisé. L'évolution de la psychiatrie et ses concepts arriveront ainsi petit à petit dans ma pratique grâce aux formations annexes, aux lectures, aux nombreux colloques, aux échanges dans des groupes de travail, mais aussi avec les demandes de plus en plus précises des instances de la santé qui veulent, à juste titre, plus de transparence. En 1980, je postule dans un IMP situé dans Paris où j'habite. Je démissionne du centre psychothérapique. Ce nouvel établissement deviendra quelques années plus tard, donc l'IMP, un hôpital de jour de pédopsychiatrie. J'y suis restée la modeste période de 37 ans. En 1982, il devient le seul lieu où j'exerce. Cet hôpital de jour accueille des enfants de 3 à 16 ans, pour la plupart autistes. Ils sont qualifiés de nos jours porteurs de TSA, mais je vous assure, ce sont les mêmes, avec les mêmes troubles. Ils ont tous des déficits sensoriels associés, c'est-à-dire que certains sont aveugles maintenant on dit malvoyants, mais bon, dommage pour eux,
ça ne leur rend pas un soupçon de vision, et d'autres sont sourds, ah non, malentendants, même commentaire. En 1980, date de mon arrivée, les enfants ne sont pas répartis dans des groupes de référence différents, suivant le handicap sensoriel dont ils souffrent. Il faut dire que les indications ne sont pas très définies. On y accueille toutes sortes d'enfants, pourvu qu'ils soient sourds ou aveugles, mutiques ou dans le langage. Ah non, on dit non-verbaux maintenant, mais je vous assure, c'est quand même les mêmes. Ils sont autonomes ou pas dans les déplacements. Il y a des enfants IMC. Ah non, là aussi, ça a changé. Ce sont des IMOC maintenant. Et ça ne change rien. Ce sont des paraplégiques, ils sont hydrocéphales, ils sont épileptiques, ils sont porteurs de maladies rares. L'institution ressemble en fait un peu à la cour des miracles. Ma première pensée, dont je ne dis mot lors de mon embauche, est que je n'y ferai pas de vieux os. Erreur. La vie en a voulu autrement, et je ne regrette en rien le fait d'y être resté. Le travail clinique basé sur la psychothérapie institutionnelle se développe au fil des ans, l'équipe est motivée, la direction ouverte à tout projet qui tient la route. J'officie auprès des enfants en individuel, en petits groupes avec des collaborateurs, avec des médiations diversifiées, la psychomotricité bien sûr, les percussions, les chansons à gestes, puis le cheval. Le premier groupe qui bénéficie de l'approche avec le cheval est composé d'enfants sourds et aveugles confondus, en miroir de ce qui se passe dans l'institution. Les indications se font en réunion de synthèse et sur prescription du médecin psychiatre avec l'aval du pédiatre. Cette mixité ne durera pas très longtemps, car nous nous apercevons de la difficulté à accompagner des enfants au rythme et aux besoins très différents, et avec 2 canaux de communication, l'un langagier, l'autre non. Nous n'utilisons pas encore à cette époque la langue des signes française. Cette constatation vient confirmer une prise de conscience pour tous de différencier le travail pour les 2 groupes d'enfants, et les groupes de référence deviennent distincts, d'autant que des éducatrices sourdes viennent renforcer l'équipe dans un souci d'identification de ces enfants qui peuvent ainsi se reconnaître en elles. Savez-vous que certains enfants sourds, qui ne fréquentent que des entendants, peuvent imaginer que les sourds, comme eux, meurent avant d'être adultes, ou qu'ils deviendront entendants quand ils grandiront? Au fil des ans, les indications pour les admissions s'affinent. La direction médicale exige que les enfants aient acquis la marche. Nous passons à 2 groupes poneys par semaine, l'un pour les enfants aveugles, l'autre pour les enfants sourds. Nous fréquentons alors un centre équestre dans les Hauts-de-Seine. Ce club ne possède pas de manège. Les indications pour cette prise en soin se limitent donc aux enfants qui ne sont pas trop régressés, car les derniers sont souvent levés par terre. Il est donc inenvisageable de les emmener, puisque le sable se transforme en boue. Pendant 9 ans, un même éducateur pour le groupe des enfants aveugles m'accompagne. Cette personne est alors le référent d'enfants sourds au sein de l'institution. Travailler avec ces enfants aveugles lui permet d'une part de s'enrichir d'une autre expérience, et le fait de ne pas être leur éducateur référent facilite son positionnement en tant que thérapeute et non pas du côté de l'éducatif. Cette distinction des rôles des accompagnants est importante à avoir à l'esprit dans la conception du cadre de la prise en soin. Les éducateurs référents d'enfants sourds m'accompagnent pour les enfants aveugles et vice-versa. Il est primordial aussi qu'ils en aient l'envie. À cette époque, je propose... Voilà, j'ai perdu totalement le fil du diaporama, je ne sais pas du tout où j'en suis. Bon, c'est pas grave. Donc à cette époque, je propose les poneys nus, c'est-à-dire sans selle, mais j'utilise encore des filets. Je mets les enfants à cheval en les portant, puisqu'il n'y a pas d'étrier, et le montoir n'est pas encore utilisé dans les centres équestres. Comme ils ont souvent un retard de développement staturo-pendural, c'est facile pour moi. Dès le début, pour les enfants aveugles, je munis les poneys de colliers de grelots de sons différents, afin que ces enfants puissent situer les autres poneys autour d'eux et puissent, s'ils sont à pied, les suivre et les retrouver. Je pose aussi une petite radio à l'endroit de la porte pour qu'ils aient au moins un point de repère fixe dans l'espace. À partir de 2001, nous fréquentons un club de l'UCPA où nous irons 10 ans, 2 fois par semaine. Il possède un manège. Nos indications se tournent alors, au fil des ans, vers des enfants plus en difficulté, avec des comportements parfois très archaïques. Voilà, c'est la bonne photo. Ce sont souvent des enfants qui n'ont pas acquis la propreté, peu autonomes et qui manifestent un grand retrait. Les anamnèses, qui font état de séparations précoces et répétées,
comme des hospitalisations qui entraînent des aléas dans la pérennité du lien et le sentiment de continuer de l'existence, notion chère à Winnicott, ainsi que les difficultés au présent de ces enfants à gérer la distance à l'autre, orientent les indications vers la thérapie avec le cheval. Le travail avec ces petits patients en psychomotricité déjà m'a de suite confronté à l'impossibilité d'avoir recours aux exercices qui me servaient de support pour les enfants des autres institutions. Je me mets donc à l'écoute de leurs besoins qu'ils n'ont pas pour la plupart la faculté d'exprimer par un langage verbal. Il faut décoder à partir de signaux corporels, de modifications toniques, de mimiques, de postures, etc., si bien déchiffrés par les chevaux. Puis j'effectue de nombreux stages de formation en langue des signes pour communiquer de façon cohérente avec les enfants sourds, même si ces derniers, de par leur autisme, ne se l'approprient pas toujours. Conjointement, la rééducation psychomotrice en général s'oriente vers une prise en soin plus holistique, plus thérapeutique. Fini les exercices pour tel ou tel symptôme afin de les diminuer ou de les éradiquer. Nos séances veulent être plus dans un accompagnement pour restaurer un climat sécure qui facilite la confiance en soi. En partant et sollicitant les compétences de l'individu, nous devenons moins directifs et plus dans le lien empathique avec eux. De rééducateurs en psychomotricité, nous sommes reconnus en tant que thérapeutes en psychomotricité. D'une manière analogique, le rééducateur par l'équitation, nous devenons thérapeutes avec le cheval, terme réfléchi et choisi avec soin. Cette dénomination, toujours utilisée et protégée, a pour but de nous différencier des moniteurs d'équitation qui, à l'époque, et encore parfois, parce qu'il y a toujours des irréductibles, sous prétexte de mettre en lien un cheval et un handicapé, se déclarent équithérapeutes. Pourtant, depuis quelques années, la Fédération a compris la confusion que cela entraînait et appelle l'activité de ces moniteurs auprès des personnes porteuses de handicap équitation pour handicapés. Cela a l'avantage de bien reconnaître les compétences des uns et des autres, et nous sommes les premiers à affirmer qu'il n'y a pas de supériorité de l'un sur l'autre. Les personnes handicapées, porteuses de handicap, ont ainsi le choix, et c'est heureux. En 1986, ça va vite, en 1986, la FENTAC est créée autour de René de Lubersac et je fais partie des membres fondateurs. René fait appel aussi à moi à partir de 1990 pour des interventions sur ma pratique auprès de ces enfants si singuliers. Je rencontre ainsi des stagiaires qui sont professionnels de la santé et cavaliers, et nos échanges deviennent profitables pour ma clinique. Je reçois des étudiants en psychomotricité des deux écoles, ce qui me permet de rester en lien avec les nouvelles tendances de la profession. J'en viens vite à m'interroger sur la nécessité d'avoir recours de façon systématique à l'utilisation d'un mors, d'un filet et de rênes, qui souvent restent inutilisés sur l'encolure. Vous me direz que c'est le b.a.-ba. Ben oui, mais il faut bien qu'il y en ait qui commencent. Un licol, une petite longe, suffisent, d'autant que je cherche ou que je laisse les enfants explorer de plus en plus le versant de l'être avec, à travers les expériences du portage. Tiens. À chaque fois que j'appuie, ça se décale. C'est celle-là que je voudrais. C'est celle-là que vous voulez ? Oui, s'il vous plaît. Bon, je vous la laisse comme ça. Oui, d'accord. Donc, vous avez un exemple de ce qu'est le portage et donc de non-enraînement de la jument. Donc, l'expérience du portage qui vient très souvent avant celui du faire avec, c'est-à-dire le portage, c'est de l'être avec, et qui vient conforter et permettre après, quelques années plus tard, le faire avec le cheval. Je munis donc des poneys ou les chevaux de l'école sur lesquels j'adapte des rênes au cas par cas, plus respectueux bien sûr du bien-être de nos partenaires, et cela me permet de les lâcher en toute sérénité en arrivant dans le manège. J'ai pu constater depuis quelques années la même démarche dans les poney clubs. Nous avons eu au moins 20 ans d'avance. Les voir se rouler et s'ébattre est l'occasion de nous en saisir pour parler des besoins des poneys en écho avec ceux des enfants. Je prends conscience aussi de mon non-respect de leurs désirs et de leur autonomie. En les mettant moi-même à cheval, j'occulte d'une certaine façon leur choix du moment pour monter ou pas. Le tout à cheval diminue au profit du tout avec le cheval. Tous les temps de rencontre, quels qu'ils soient, sont respectés où qu'ils se déroulent. Décidément, j'ai compris, il faut faire comme ça, voilà. Donc là, c'est une séance qui s'est passée pratiquement toute la séance dans le box avec ce petit poney à l'approche de cet enfant qui s'est lové dans la paille
qui était un enfant aveugle, psychotique, et autre chose, mais bon, on n'a pas le temps de développer. Dès 1990, nous intégrons dans le cursus de la formation les découvertes en matière de topologie appliquée aux chevaux, celle de Jean-Claude Barret. C'est grâce à lui, précurseur de l'éthologie équine en France, que nous découvrons l'énorme champ des possibles du travail en liberté. Nous apprenons aussi auprès de lui l'humilité, le respect et la cohérence nécessaires lors du travail avec ces animaux. Je développe les temps de travail et d'observation des poneys lâchés en liberté. Je propose aussi à certains enfants du travail à pied, se faire suivre, l'aspiration, technique apprise avec Jean-Claude, qui le conforte dans leur estime de soi et qui me semble symboliquement intéressant pour des enfants qui fuient la relation. Psychomotricienne avant tout, j'améliore l'équipement basique du cheval en proposant des rênes cette fois séparées. Est-ce que j'ai... Non, je ne sais pas. C'est pas grave, elle n'est pas là, la photo. Des rênes qui sont séparées, car je me rends compte de leur effet facilitateur sur la dissociation des gestes et l'intégration des deux hémicorps. La dernière année, je travaille avec 2 enfants, ni sourds, ni aveugles, accueillis par dérogation, car sans aucune solution de prise en charge ailleurs. Les séances se font alors exclusivement au sol. Pied de nez à mes premières années du tout à cheval. Ma pratique de psychomotricienne et de thérapeute avec le cheval, j'en ai plus pour longtemps, prend alors fin mi-juillet 2017. Qui aurait pu prédire dans les années 70 le travail avec les personnes âgées, avec les personnes en rémission de cancer, des hommes ou des femmes incarcérés, des enfants, des adultes en état post-traumatique et j'en passe. Quelle diversité! Je crois que nous avons ouvert la voie à la médiation équine. Tiens, encore un terme nouveau. Nous le devons aux 2 grandes figures de la FENTAC, René de Lubersac et Jean-Claude Barret. Alors Jean-Claude, il est là, hop, voilà, qui sont disparus respectivement en 2015 et 2016. Je suis fière d'avoir contribué à perpétuer et actualiser leurs enseignements. J'espère avoir incarné aussi leur humanisme et je continue sans relâche à défendre les valeurs de la FENTAC. Il va être temps pour moi de passer le flambeau à des plus jeunes. Ils font déjà partie de l'équipe et nous nous mettons au travail pour que cette passation se fasse au mieux. Cette intervention aux assises sera sans doute pour moi l'une des dernières, sinon la dernière. Notre collaboration au sein du syndicat, le CIPME, sera, je l'espère, le moyen de parvenir à une reconnaissance officielle des thérapeutes avec le cheval et des équithérapeutes. Merci de votre écoute.